Cette vidéo est sponsorisée par Métal Hurlant. Quand on pense à Total Recall, on pense au bébé le plus moche du monde, une mutante à 3 seins, et surtout à ça. Énorme carton international et célèbre adaptation d'une nouvelle de Philippe Cadic, Total Recall fait partie des films cultes des années 90, comme on aime bien les traiter sur cette chaîne. Dans cette nouvelle transmission, nous allons parler des célèbres œuvres qui ont adapté la planète Mars depuis le 19e siècle, des origines et différentes adaptations de Total Recall. Nous allons voir comment a été traitée la planète Mars au fil des adaptations et même plus largement comment notre perception de la planète rouge a évolué au fil du temps. Mars a été une véritable source de fantasmes visuels et nous, les francophones, continuons d'alimenter cet univers par le biais du dessin. Par exemple, le 3e numéro de Métal Hurlant, Vacances sur Mars, est déjà une source d'évasion fantastique. D'ailleurs, le 9e est sorti et est disponible en kiosque et librairie. Dionnet, Druyet et Moebius nous ont offert ce magnifique héritage de la science-fiction. C'est vrai ? Qui a besoin de se faire implanter des faux souvenirs qui coûtent des milliers de caps alors qu'on peut avoir presque 300 pages d'histoires courtes et indépendantes sur la thématique de l'utopie ? Métal Hurlant a eu une influence majeure sur la pop culture. Blade Runner, Alien et notre petit chouchou, Mad Max. Vous saviez qu'on était fan de Mad Max ? Si vous avez eu la chance de le lire, vous constaterez qu'on reprend quelques visuels et histoires de ce magnifique trimestriel. C'est une bande dessinée qui, comme Paul Verhoeven, n'a aucun scrupule à montrer des sujets trash et matures. C'est beau, violent, émouvant, troublant et parfois sexy. Mais est-ce qu'il y a des mutantes à 3 seins dedans ? Non, mais il y a bien mieux que ça. Oh ! Métal Hurlant continue de nous gratifier de nouveaux numéros chaque trimestre. Et comme une nouvelle année est sur le point de commencer, ça pourrait être l'occasion de vous offrir un abonnement annuel avec une réduction de presque 20%. Faites-vous un petit cadeau de fin d'année, vous le méritez, cher survivant. Vous trouverez le lien de Métal Hurlant en description. Installez-vous confortablement sur votre machine Recall et préparez-vous à voyager vers la 4e planète du système parce qu'aujourd'hui on va parler de Total Recall. We now return you to Carl Phillips at Grover's Mill. Ladies and gentlemen, Marion. Ladies and gentlemen, here I am, back of a stone wall that adjoins Mr. Wilmer's garden. From here, I get a sweep of the whole scene. I'll give you every detail as long as I can talk and as long as I can see. More state police have arrived. They're drawing up a cordon in front of the pit. About 30 of them. No need to push the crowd back now. They're willing to keep their distance. The captain's conferring with someone. Can't quite see who. Oh, yes, I believe it's Professor Pearson. Yes, it is. Now they've parted, and the professor moves around one side, studying the object, while the captain and 2 policemen advance with something in their hands. I can see it now. It's a white handkerchief tied to a pole. Flag of truce. If those creatures know what that means, what anything means. Wait a minute, something's happening. A humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror, and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles, spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. L'extrait que vous venez d'entendre provient d'une radio américaine qui retrace les événements du 30 octobre 1938. À 8h du matin, le professeur Farrell de l'Observatoire de Chicago parle d'une récente découverte d'explosion sur la planète Mars. Il s'agirait supposément d'activités volcaniques qui n'ont pas lieu d'inquiéter nos activités sur Terre, et pourtant, les événements qui vont suivre vont être très inquiétants. Au fil de la journée, nous apprendrons par radio que ces météores en provenance de Mars se dirigent vers la Terre et que certains d'entre eux se sont déjà écrasés dans le New Jersey. D'après le journaliste sur place, il s'agirait d'une forme de vie extraterrestre et celle-ci serait en train d'envahir la Terre. Incroyable, la planète Terre aurait été envahie par des aliens en 1938. Bizarrement, j'y crois pas trop. Ici le reporter dans le New Jersey de 1938. Attendez, ce sera peut-être mieux avec un signal vidéo.
Ici le reporter en direct du New Jersey de 1938. Alors ici, pas de grand mouvement de panique, ni d'aliens. Cependant, il y a une émission de radio animée par un jeune Orson Welles qui diffuse des pièces de théâtre en direct. Si vous prêtez une oreille à la diffusion de La Guerre des Mondes, vous constaterez qu'Orson Welles avait déjà un excellent talent de narrateur. Et c'est le jour d'Halloween que La Guerre des Mondes est adaptée et jouée à la radio par des comédiens du Mercury Theatre on Air. Bon, du coup, certaines personnes ont cru à cette histoire d'invasion extraterrestre et les autres médias ont extrapolé cette confusion pour la décrire comme un véritable mouvement de panique aux États-Unis, ce qui va bâtir la légende de cette émission. Mars était déjà un sujet très utilisé en science-fiction. Depuis le 19e siècle, la planète rouge fait l'objet de fantasmes. Guy de Maupassant, les frères Bucks ou encore Herbert George Wells. Les premiers récits sont orientés vers l'idée que Mars est habité, et les récits les plus mémorables représentent les Martiens comme des êtres hostiles. En 1865, un habitant de la planète Mars, écrit et illustré par Henri de Parville, a été publié sous forme de compte-rendu scientifique étudiant la découverte du sarcophage d'une momie martienne. Cette histoire était extrêmement crédible et était racontée par des faux experts qui employaient un vocabulaire et des termes crédibles. Ce roman est classé comme un canular et était très critiqué par la communauté des scientifiques et des journalistes parce qu'il était considéré que l'histoire se jouait de la crédulité des spectateurs et qu'elle décrédibilisait le travail des journalistes. Malgré la critique des experts, cette histoire a eu un certain succès en France et il faut noter que Mars est depuis longtemps un sujet qui intéresse et fascine les passionnés d'histoire fantastique. Seulement, c'est également un sujet qui a parfois pris la forme d'un canular, comme on peut déjà le constater avec un habitant de la planète Mars et La Guerre des Mondes de Orson Welles évidemment. Au départ, lorsqu'on est tombé sur ces enregistrements avec le reporter, on a bien cru qu'on avait enfin mis la main sur les origines de l'apocalypse. Mais en réalité, c'était surtout une piste sur les origines du rêve de Mars. Mars est un sujet tellement fertile pour l'imaginaire qu'il est facile de l'employer pour manipuler une audience. Cette planète est très proche de la nôtre et elle est assez similaire à la Terre en comparaison aux autres planètes du système. On a donc naturellement envie de croire qu'il y a des choses fantastiques qui peuvent s'y passer. Le cycle de Mars, les navigateurs de l'infini, Chronique martienne, la planète rouge, les sables de Mars, la voie martienne, tous les maîtres de la science-fiction ont forcément fait une escale à Mars dans leur carrière. Et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Philip K. Dick. En 1963 sort Glissement du temps sur Mars de Philip K. Dick. Un récit où la planète Mars a été colonisée, mais où les colons commencent à y développer des troubles psychologiques comme la schizophrénie. On y suit donc l'histoire d'un ancien schizophrène qui doit établir le contact entre un jeune enfant autiste, qui a un don de préscience, et un représentant d'une grande compagnie martienne qui veut exploiter ce don. D'après ce qu'on a retrouvé dans les ruines des bibliothèques, Glissement du temps sur Mars serait le premier roman de K. Dick à parler de la dite planète et la présente déjà comme une colonie. 3 ans plus tard, en 1966, l'auteur sort la nouvelle originale qui servira de base pour Total Recall. Souvenir à vendre. L'histoire est assez courte et raconte les aventures de Douglas Quaid, un homme simple mais malheureux dans sa vie car il n'a jamais eu la chance de voyager sur Mars à cause de sa paye minable. Il est profondément déprimé et veut absolument aller sur Mars avant de mourir. Il va donc se faire implanter de faux souvenirs dans la compagnie Recall pour avoir des souvenirs d'un voyage sur Mars en tant qu'agent secret. Le problème, c'est que lors de l'implantation des souvenirs, il s'avère que Doug a en fait déjà de véritables souvenirs de Mars qui ont été effacés. Quand il arrive chez lui, il trouve les preuves de son passage sur la planète rouge, sa femme le quitte et la police d'Interplan vient donc chez lui pour l'arrêter. Il se défend et parvient à se débarrasser des policiers en les intimidant. Seulement, il finira par être capturé un peu plus tard et il négocie pour se faire implanter de nouveaux souvenirs plutôt que de se faire éliminer. La compagnie Recall est de nouveau sollicitée pour lui implanter de nouveaux souvenirs, cette fois-ci ceux d'une abduction extraterrestre suivie d'une négociation de paix entre les deux espèces. Sauf qu'il va y avoir un nouveau problème avec l'implantation de souvenirs. Doug part en étant persuadé qu'il a réussi à berner Recall et la police, tandis que eux réalisent que Doug a en fait réellement été enlevé par des aliens. L'histoire peut être très confuse et il y a énormément d'interprétations possibles pour l'histoire de souvenirs à vendre. L'explication la plus simple est que Doug est réellement un homme avec une vie banale qui s'est fait implanter plusieurs souvenirs provenant de chez Recall. L'autre explication est qu'il est un agent secret qui parvient à contourner le système. La troisième est que Doug est effectivement un être exceptionnel qui a été en contact avec des extraterrestres mais dont la mémoire a été effacée. En quelques pages, la nouvelle expose des réflexions très profondes sur la quête perpétuelle du bonheur, la perception de ce qui est réel et l'impact de nos souvenirs sur notre identité. Selon John Locke par exemple, la mémoire est primordiale dans le fondement de l'identité personnelle et la nouvelle de K. Dick propose un protagoniste qui change d'attitude selon les souvenirs qui lui sont implantés. Et ce qui est intéressant, c'est que même si le récit ne se passe pas directement sur Mars, la planète est déjà idéalisée comme une destination exotique, une colonie à la fois dangereuse et pleine de promesses. Les œuvres sorties pendant la période de la conquête spatiale
envisage davantage la planète Mars comme une potentielle colonie, et ce malgré toutes les nouvelles connaissances acquises sur la planète. On sait que la gravité y est faible, qu'il y fait excessivement froid, il n'y a pas une atmosphère aussi dense que celle de la Terre, pas de traces d'eau sous forme liquide, et surtout, pas de foutue bonne raison d'y aller sur cette planète Mars. C'est vrai, ça, pourquoi on irait vivre sur Mars? Y a pas de pétrole sur Mars, y a pas de gonzesses sur Mars. Où sont les martiennes en bikini? Et pourtant, les auteurs de science-fiction continuent de nous faire rêver. Des grands dômes dans lesquels on bâtit des cités utopiques. Un monde à la pointe de la technologie qui est parvenu à transformer un désert aride en société moderne et propice à l'existence des humains. Mais petit à petit, ce rêve d'une aventure sur Mars va changer. En 1970, peu après la sortie de la nouvelle, Dan O'Bannon et Ronald Shusett travaillent sur un scénario pour adapter la nouvelle de K. Dick en film. Se disant finalement que le film serait trop ambitieux et irréalisable au niveau des effets spéciaux, ils décident plutôt d'écrire un autre petit projet. Un petit film sans prétention, qui mélange un peu l'horreur et la science-fiction, qui parle d'un équipage qui tombe sur un vaisseau alien avant de se faire envahir par l'un d'eux. Bref, ils ont écrit Alien. Alien, réalisé par Ridley Scott, qui travaillera sur Blade Runner, qui inspirera Edward Meyer pour écrire Robocop, qui sera lui-même réalisé par Paul Verhoeven, qui travaillera ensuite sur Total Recall. J'adore comment tout se connecte parfaitement. Au départ, le script de Total Recall était entre les mains de Dino De Laurentiis, qui a déjà produit Conan le Barbare. C'était d'ailleurs David Cronenberg qui devait réaliser le film. Après avoir quitté précipitamment le tournage de La Mouche, Cronenberg était très motivé à l'idée de rendre hommage à K. Dick, et il avait des idées très sombres pour cette adaptation. Comme quoi, il aurait été possible de rendre le film plus dégueulasse. Il avait développé des idées d'une communauté de mutants vivant sur Mars et d'un leader caché qui serait Kuato. Après Conan, Schwarzy était ultra partant pour prendre le rôle principal. Mais De Laurentiis refuse et il était question de donner le rôle à Patrick Swayze. Les idées de Cronenberg ont été intégrées au scénario, mais les producteurs et scénaristes envisagent plutôt un récit orienté action et aventure. Dû aux différends artistiques, Cronenberg finit par quitter le projet et retourne finalement terminer le film La Mouche. Sauf que Schwarzy, il a le seum. Et de leur côté, les scénaristes O'Bannon et Shusett, eux, ils commencent à avoir les jetons parce que Cronenberg s'est barré et la boîte de Laurentiis est en train de se casser la gueule. Donc Arnold, il s'est débrouillé pour faire acheter le script par Mario Kassar et s'auto-attribuer le rôle principal. C'est un malin Schwarzy. Gros muscles, mais gros cerveau aussi. Et comme il voulait bosser avec Paul Verhoeven depuis Robocop, c'est l'occasion de proposer le script au Hollandais violent. Verhoeven est super intéressé par l'histoire et il va réaliser Total Recall. Et là, toute la clique de Verhoeven rejoint la partie. Michael Ironside qui jouera Radzak dans Starship Troopers, Sharon Stone de Basic Instincts, Ronny Cox de Robocop, Rob Bottin aux effets spéciaux et même Dean Norris. Alors, t'as pas encore trouvé Heisenberg ? Comme dans la nouvelle, on y suit l'histoire de Douglas Quaid, un monsieur tout-le-monde de 118 kilos de muscles, marié à Laurie, une épouse très ennuyeuse qui a fait les couvertures de Playboy. Ce gros ingrat est malheureux dans sa vie et veut aller sur Mars aussi, et surtout parce qu'il fait des rêves de la planète avec une mystérieuse femme brune. Mais étant trop pauvre pour y aller, il décide donc de se faire greffer ses souvenirs avec en supplément un passé d'agent secret. Globalement, le début du film suit plutôt bien la trame de la nouvelle, mais diverge après le retour en taxi. Dans la nouvelle, il revient chez Recall, rentre chez lui pour se rappeler de sa vie d'agent secret, se bat contre la police et négocie sa libération contre une nouvelle implantation de souvenirs. Dans le film, les personnages ont été renommés. Il y a évidemment beaucoup plus d'action, un segment complet qui se passe sur Mars, des mutants, une révolution, une civilisation alien, et surtout des personnages qui spoilent le film en permanence. Sérieusement, le contenu du film est littéralement spoilé par le commercial de Recall et par un autre personnage qui dit à la ligne près comment le film se termine. Et bizarrement, c'est pas grave. On dit souvent que même lorsqu'un film est prévisible, le spectateur veut toujours savoir comment le héros va s'en sortir. Mais dans le cas de Total Recall, on reste en haleine parce qu'on ne sait pas si ce qu'on regarde est un rêve sur mesure ou la réalité. Et chaque scène du film garde cette énorme question en suspens. La célèbre scène avec la goutte de sueur est encore aujourd'hui extrêmement efficace et est inspirée d'un petit détail récurrent dans la nouvelle car le commercial de Recall transpire souvent en présence du héros. C'est aussi impossible de ne pas voir la pilule rouge de Matrix inspirée par cette scène dans la chambre d'hôtel. De manière générale, les années 90 et début 2000 ont eu tendance à beaucoup questionner notre mémoire et la façon dont fonctionnent nos souvenirs. On le voit bien dans des films tels que Dark City, Fight Club, Memento ou A Scanner Darkly.
Si on prend un point de vue de puriste, Total Recall est très différent de la nouvelle, mais ce qui fait qu'elle est aussi respectée, même par les lecteurs, c'est son efficacité à adapter et étayer le propos de Kadik dans ses écrits. O'Bannon et Shusett ont fait un excellent travail d'écriture pour transposer l'énigme du roman dans le film tout en s'inspirant des autres récits de l'auteur. La proposition de mener l'aventure jusqu'à Mars est une excellente idée parce qu'elle répond déjà au désir de Quaid mais également du spectateur. L'imagerie de Mars aurait d'ailleurs été inspirée par les véritables photos de la planète et tournée à Barranca del Muerto 280 au Mexique. Le choix de Schwarzy dans ce rôle peut paraître un peu étrange au premier abord, parce que le héros est censé être un homme moyen et pas une montagne de muscles. Mais quand on sait qu'on est dans la tête d'un homme qui rêve d'être un agent secret, ce n'est pas si illogique qu'il ait l'apparence d'une montagne de muscles avec un gros accent. Enfin, le film est rempli de scènes cultes. La tête de Schwarzenegger est devenue un mème, la scène de l'escalator est une des plus violentes du film, le déguisement effrayant de Quaid en animatronique est resté à jamais gravé dans nos esprits, la scène où Schwarzy se fait un test PCR est absolument cartoonesque et il y a des tonnes de répliques absolument cultissimes. Consider that a divorce. Côté tournage, eh bien, ça se passe plutôt bien. Bah, menteur, on a tous les deux vu les archives. Évidemment, le tournage de Total Recall est un enfer. Schwarzy se déglingue plusieurs fois les mains, qu'il se fait attaquer par un cougar. What the fuck? Michael Ironside se pète plusieurs côtes. Au Mexique, l'air était tellement toxique que toute l'équipe a développé des problèmes respiratoires et qu'un producteur a même été envoyé à l'hôpital. Enfin, c'est diarrhée généralisée sur le tournage à cause d'une intoxication alimentaire. Schwarzy et Shusett se sont bien foutus de la gueule de l'équipe jusqu'à ce qu'ils tombent eux-mêmes malades. À cause de toutes ces conditions, Paul Verhoeven était au bord de la mort. On a donc dû faire venir une ambulance pour le soigner afin qu'il continue de tourner. Oh là là, et vous vous plaignez, vous faites vos petites natures à cause d'une envie de péter? C'est quoi ça? Ah, c'est rien, c'est la pression atmosphérique. Bien que le tournage ait été assez houleux, le film sort et est suivi par une communication agressive et différentes versions de trailer. Et il finit par faire un énorme carton au box-office. Il faut savoir que Total Recall était à l'époque le deuxième film le plus cher produit depuis Rambo 3, avec 68 millions de dollars et en a rapporté 261 millions au box-office mondial. Le film est un succès critique, un peu mitigé au départ, mais deviendra très vite le grand classique qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelques coïncidences avec d'autres films et jeux de science-fiction. Déjà, le personnage de Michael Ironside se fait arracher les bras. Mais vous vous inquiétez pas, Verhoeven va les lui rendre dans Starship Troopers. Ah, il lui rend pas les deux? Ronny Cox joue de nouveau une figure capitaliste dans le rôle de Dick Jones de Robocop, également réalisé par Verhoeven. Niveau jeu, Doom sorti en 1993 se passe également sur la planète Mars, et le jeu Red Faction sorti en 2001 a énormément de points communs avec l'esthétique de Total Recall, à tel point que les joueurs ont pensé que le jeu en était l'adaptation. Le jeu parle d'une révolte ouvrière sur Mars. Encore une fois, tout ça ce sont probablement que des coïncidences, mais il reste intéressant de constater les croisements d'idées entre les différentes œuvres, et bien sûr, comment le traitement de Mars a évolué dans la science-fiction et jusque dans les années qui ont suivi la sortie de Total Recall. Quelques années après la sortie du film, le scénariste Dan O'Bannon révélera une idée qu'il souhaitait intégrer dans le film. Et cette idée apporte des réponses à beaucoup d'éléments qui sont étranges ou restés inexpliqués dans le film Total Recall. À la base, O'Bannon avait une idée pour expliquer pourquoi le héros ressent la nécessité d'aller sur Mars. Et surtout, pourquoi est-ce que sa main est compatible avec l'interrupteur alien qui recrée une atmosphère sur Mars. L'explication d'O'Bannon était que Quaid aurait en fait été un clone génétique humain de l'espèce alien, compatible avec la technologie pour contrôler le générateur. Son attirance vers Mars serait donc purement instinctive, et sa capacité à survivre due à sa nature non humaine. Le héros découvrirait à la fin qu'il est en fait un extraterrestre avec un costume d'humain, en référence à une autre nouvelle de Kadik, L'Imposteur, publiée en 1953. La présence d'aliens dans le récit est probablement une référence à l'histoire d'abduction alien dans l'histoire originale. Mais O'Bannon et Shusett ont préféré raccourcir cette histoire, probablement pour des raisons de rythme, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette scène de Mars qui était rafformée en 30 secondes avec les protagonistes qui s'étouffent à l'extérieur à cause de, la pression atmosphérique. Si vous êtes fan du film, vous avez probablement entendu dire que Verhoeven avait lui-même expliqué que Quaid était en fait dans un rêve et que les transitions entre la réalité et la mémoire artificielle étaient ponctuées par les fameux flashs blancs. Nous, on trouve ça un peu dommage que Verhoeven ait lui-même expliqué son film parce que c'est une énigme super sur laquelle on théorise toujours aujourd'hui pour la nouvelle, mais on connaît la réponse pour le film. D'autant plus que c'est un peu contre-productif vis-à-vis de la nouvelle qui cherchait activement à brouiller les pistes pour nous laisser la libre interprétation. C'est assez surprenant pour le coup. Même si on a cette réponse, Total Recall reste l'histoire fascinante d'un homme dont la mémoire est détruite et qui choisit de sombrer dans son rêve. Car même s'il est faux, il reste meilleur que sa réalité.
Total Recall parle en partie de la dépression et de l'apathie qu'on peut ressentir dans un quotidien qui ne nous stimule plus. La théorie de Graham a également fait une excellente vidéo sur l'hypothèse de Quaid qui cherche à se donner la mort. C'est une théorie très solide selon laquelle Quaid souhaiterait mourir depuis le début du récit, mais je ne vous en dis pas trop parce que j'aimerais que vous partiez à la découverte de cette chaîne. Regardez la théorie de Graham. Total Recall, c'est aussi un film qui représente toutes les grandes phases de l'évolution du rêve de Mars. Au départ, le film commence avec un homme qui rêve de vivre une aventure sur Mars. Un récit digne de la littérature d'avant-guerre qui nous promet Mars comme une terre exotique et dangereuse, où se cache une grande civilisation extraterrestre. Ou des Teletubbies. Le film nous montre ensuite cette planète comme une colonie humaine terraformable, comme c'est le cas dans les récits de Kadik et les autres œuvres de 1940 jusqu'en 2000. Et enfin, Total Recall conclut son histoire par le constat que tout ce qu'on a vu n'était qu'une illusion. Même si le film peint une fresque fantastique et divertissante de Mars, tout ça nous ramène au constat nihiliste que nous n'allons jamais vivre sur la planète rouge. Tout ça n'est qu'un fantasme. I can't believe it, it's like a dream. Et là vous allez nous demander, oh bon, comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu de suite? Eh ben déjà, Verhoeven ne fait jamais de suite. Et pourtant, il y en avait bien une qui était préparée. La suite qui avait été anticipée s'inspirait d'une autre nouvelle de Kadik, qui s'appelle Rapport minoritaire et que vous connaissez plus probablement sous le nom Minority Report. Dan O'Bannon et Ronald Shusett ont écrit ce film comme une suite de Total Recall. Mais cette suite ne se fera pas parce que la société de production de Mario Kassar, le gars qui a racheté le script à De Laurentiis, finit également par faire faillite. Et les droits du film seront revendus pour faire le Minority Report qu'on connaît aujourd'hui avec Tom Cruise. Et un jeune Colin Farrell dont on va bientôt parler. Le film de O'Bannon et Shusett a été modifié et initialement une partie du film était censée se passer sur Mars. Parce que dans le livre d'origine, les mutants capables de voir l'avenir ont développé cette capacité sur Mars. Le segment sur cette planète a donc été enlevé dans la nouvelle version du script, certainement pour des raisons pratiques. Et culturellement, il se passe pas mal de choses après la sortie de Total Recall. 1992, la trilogie de livres Mars la Rouge, Mars la Verte et Mars la Bleue qui vient aussi rationaliser les possibles histoires sur cette planète. On a aussi Mars Attack en 96, qui prenait déjà le rêve de Mars sous un angle plus parodique, avec ses aliens affreux, je fais encore des cauchemars de Mars Attack. Et en 2000, on a les films Mission to Mars et Planète Rouge, qui sortent tous les deux en 2000, et qui sont porteurs de l'espoir qui va avec le fantasme de cette planète. Alors vous faites probablement partie des rares personnes à le savoir, mais Total Recall a également existé sous forme de série. Total Recall 2070. Il s'agit d'une série américano-germano-canadienne diffusée en 99 à la télévision canadienne. Elle raconte l'histoire de David Hume, un détective qui est contraint de faire équipe avec un androïde après la mort de son partenaire. David déteste les androïdes, mais il va petit à petit tisser des liens avec son partenaire artificiel en enquêtant sur des affaires de meurtre, de corruption de mémoire, manipulation mentale, sabotage androïde, etc. Bien que la série reprenne le nom Total Recall, elle ne reprend presque rien du film, et Recall est paradoxalement assez peu présente dans les intrigues. Elle s'inspire davantage de Blade Runner pour les visuels, mais ne cherche pas spécialement à s'intégrer dans l'univers des films. Total Recall 2070 explore les thématiques de Kadik dans une libre adaptation de Souvenirs à vendre et de Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Pour vous donner le ton, la série s'ouvre sur un porno cheap et il y a beaucoup de sexe dans les premiers épisodes. C'est pour évidemment fidéliser l'audience masculine parce que nous les mecs, on est tous des obsédés et on adore le cul. La première moitié de la série présente beaucoup d'enquêtes autour des androïdes et on constate assez vite que le partenaire artificiel du héros va être à lui seul un ressort narratif. Il peut difficilement mourir, résister aux balles, connaît toutes les lois, sait pirater des systèmes, bref, il est tellement pratique qu'il casse pas mal l'histoire. C'est subjectif, mais je trouve que certains acteurs ne jouent pas très bien et sont pas très convaincants lorsqu'ils essaient d'avoir l'air intense et que beaucoup des premières intrigues sont assez convenues ou trop alambiquées à comprendre. Ceci dit, il y a un effort global pour reproduire le style visuel de Blade Runner, et c'est une série qui rend un véritable hommage à l'auteur dont elle s'inspire. On a personnellement préféré la deuxième moitié de la série qui parle beaucoup plus des conséquences du trafic de la mémoire, et certains épisodes sont très intéressants. Il y a une série d'épisodes où la femme du héros est infectée par un virus qui change sa mémoire, et par extension son attitude. On verra également à quelques occasions le père du héros qui souffre de paranoïa sévère, comme c'était le cas de Kadik. Sur la fin, les enquêtes sont bien plus orientées vers l'impact de la mémoire sur notre personnalité. La série se permet même un caméo de Martin Sheen, et j'ai vraiment du mal à ne pas voir l'homme trou de Mass Effect dans ce rôle. We're committed to the advancement and preservation of humanity. If the Reapers are targeting us, trying to wipe us out, Cerberus will stop them. If we wait for politicians or the Alliance to act, no more human colonies will be left. The computer doesn't make moral choices for the betterment of humanity like we do. The computer has no vested interest in the survival of humanity. But we do.
La série est un peu du même ordre que les autres grandes licences qui ont été adaptées dans ce format. Alors sans apporter de jugement, c'est un peu du même niveau de qualité que la première série Robocop ou la série Conan avec Ralph Moller. Elles ne sont pas extraordinaires et n'égalent pas les films classiques dont elles s'inspirent, mais ont parfois des bonnes fulgurances. Elles possèdent 22 épisodes, une quarantaine de minutes et n'ont pas été renouvelées. Dans la série, on évoque Mars de temps en temps, encore comme une colonie. Mais on commence progressivement à la voir de moins en moins, et je pense que c'est à partir des années 2000 que la planète rouge commence à perdre de sa superbe. Comme beaucoup d'entre vous sur cette chaîne, on a été nombreux à être témoins du changement de la perception de Mars. Fin des années 90, début 2000, on avait encore cette fascination pour la planète rouge. On avait des films comme Mission to Mars, ou alors des Lego spécialement centrés sur l'exploration de la planète. J'adore les Lego. Alors oui, c'est très spécifique, mais il n'y avait pas besoin d'une licence culturelle majeure liée à la planète pour créer des objets culturels fascinants. Simplement parler de Mars, ça fait rêver. Le simple fait de s'imaginer explorer cette planète, ça donne envie. Mais dans les années 2010, le rêve martien va prendre un nouveau coup. En 2012 sort le remake de Total Recall produit par Original Film. Pour une fois, l'histoire ne se passe pas en Amérique, mais entre l'Europe et l'Australie. Quoi ? Non, parce qu'en fait, il y a un ascenseur entre l'Europe et l'Australie. Quoi ? Ce film se permet un casting très cool avec 4 nominés aux Oscars. Colin Farrell, Ethan Hawke, Bryan Cranston et Bill Nighy. On a également Jessica Biel et Kate Beckinsale qui étaient déjà connus pour ses rôles dans Underworld, et elle est la femme du réalisateur Len Wiseman qui a réalisé Underworld. Et Die Hard 4. En même temps, ça doit être bizarre d'être un réalisateur comme James Gunn, Paul W. Sanderson ou Len Wiseman et de faire jouer sa femme dans un rôle où elle a une relation avec un autre mec. Ok chérie, c'est la scène du bisou, du coup il va falloir faire un petit smack à Colin Farrell. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas dit action, j'ai dit un petit bisou, lâche Colin Farrell. Lâche. Tu lâches! Globalement, le film a exactement la même prémisse que le premier, c'est un héros hanté par des rêves d'aventure en compagnie d'une autre femme que la sienne, il se fait implanter des faux souvenirs d'une vie d'espion, découvre ce qu'il est et se retrouve embarqué dans une grande guerre contre l'Union fédérale britannique. L'histoire est très similaire, on retrouve le même genre d'antagonistes, d'alliés, de révélations et de conclusions. Les seuls éléments majeurs qui divergent du récit sont l'intrigue sur Mars, qui est remplacée par une guérilla sur Terre, qui est dans un état post-apocalyptique. Certains personnages du précédent film ont été combinés en un seul rôle, ce qui a raccourci et simplifie le récit. Le film dure 1h30 dans sa version longue, soit 23 minutes de moins que celui de Verhoeven. Le film a été produit pour 125 millions de dollars, soit le double du précédent film, sans compter l'inflation, et a rapporté 211 millions de dollars, soit 50 millions de dollars de moins que le premier. Le résultat du box-office est mitigé et l'accueil critique est glacial. La plupart des spectateurs n'aiment pas ce film, jugé inutile et peu inventif. Vous n'êtes pas tombé de la dernière pluie acide, le film n'est pas très apprécié à cause de son manque d'originalité, ce qui est quand même un comble pour une société qui s'appelle Original Film. Le remake raconte exactement la même chose que son prédécesseur, et les raisons de son impopularité sont identifiables et occultent des idées qui sont en réalité très intéressantes. Visuellement, le film emprunte beaucoup à la mise en scène de Total Recall et Blade Runner, un peu comme l'avait fait la série de 1999, mais avec beaucoup plus de budget et d'idées. Et le film s'efforce réellement de proposer des cadres inventifs comme la course-poursuite dans le méga ghetto. Beaucoup des effets pratiques du premier film ont laissé place à des propositions en CGI comme les androïdes de sécurité, le téléphone implanté dans la main, le costume holographique et d'autres. Ces propositions sont plutôt bienvenues mais ne sont pas aussi mémorables que celles du premier film qui en avait une utilisation presque burlesque. Une des rares mises en scène qui est plutôt cool, c'est celle où on voit Doug éliminer plusieurs soldats dans un plan séquence avec des mouvements de caméra absolument surréalistes. Là, il y a une vraie proposition. Ce plan ressemble vraiment à une cinématique de jeu vidéo, et la première fois que j'ai vu le film, je pensais qu'elle avait tout simplement été réalisée avec des personnages en 3D. Techniquement, cette scène est un petit bijou. La scène a été réalisée avec un super slider, et Colin Farrell a lui-même fait la chorégraphie. Il a fallu 22 prises avant qu'elle soit parfaite. Croyez-moi, 22, c'est beaucoup pour un plan comme ça. De plus, la plupart des androïdes sont faits avec des acteurs réels où on a incrusté des articulations robotiques en CGI. Il y a donc pas mal d'effets pratiques en comparaison à d'autres blockbusters de cette décennie, mais malheureusement, aucun n'est vraiment assez fou pour être marquant. Le film fait également référence au film Robocop, THX 1138, la nouvelle originale de Kadik et surtout au premier film. D'ailleurs, petite démystification pour la scène de la mutante à 3 seins, l'actrice du premier film a détesté jouer cette scène et a trouvé ce rôle extrêmement humiliant. Mais comme le personnage est devenu iconique, il a été utilisé dans le remake, et cette fois, l'actrice avait trouvé le rôle tellement amusant qu'elle est même revenue avec les prothèses. C'est dingue comme Bryan Cranston ressemble vraiment à Heisenberg.
L'Union fédérale britannique est le dernier État puissant qui a subsisté après une guerre chimique et ce gouvernement est dirigé par le chancelier Cohagen. Les colonies de l'Union sont reliées par un train gravitationnel qui transporte les ouvriers d'un point à l'autre du globe, en passant par le noyau de la Terre. Je trouve cette idée particulièrement cool. C'est un contexte qui est effectivement inventif, mais dans une structure scénaristique déjà vue et le film a des points faibles qui concernent les motivations des personnages. Le premier film était assez efficace pour créer des enjeux personnels, Doug voulait aller sur Mars parce que c'est un rêve qu'il souhaite réaliser, et il est très clair qu'il est guidé par l'appel de l'aventure. Richter veut l'arrêter parce que c'est son job, mais il veut personnellement le tuer parce qu'il sait taper sa femme. Melina est farouchement investie dans sa mission pour la rébellion, mais son jugement est très affecté par les sentiments qu'elle a pour Doug. Dans le remake, les personnages sont plus unidimensionnels. Melina est une chef de la rébellion, mais n'a pas de dilemme particulier. Laurie veut juste exterminer le héros pour des raisons que j'avoue ne pas avoir encore compris, et Doug veut juste retrouver son identité. Et il finit par se laisser guider par une série d'indices livrés dans le film. Il découvre très tôt qu'il est un espion, mais finalement, une fois qu'on a cette réponse, on nage un peu dans le récit sans vraiment savoir où va notre protagoniste. Puisque contrairement au film de Verhoeven, ce Doug ne rêve pas d'aller sur Mars. Donc il n'a nulle part où aller. Il est donc plus compliqué d'avoir un attachement émotionnel avec ce nouveau Doug, même si Colin Farrell s'est énormément investi dans ce rôle pour être crédible. D'autres personnages ont trop peu de présence à l'écran, comme Ethan Hawke qui apparaît juste en hologramme, ou Hammond qui n'est présent que dans une scène pour servir de Deus Ex Machina et mourir. Rappelez-vous de moi, s'il vous plaît. Après, de manière globale, le film entretient une confusion très solide comme dans la nouvelle d'origine. Et on accepte plus rapidement l'idée que Doug soit effectivement réellement un agent secret. Ici, il semble plus intéressé par découvrir qui il est plutôt qu'à vivre l'ego trip qu'on avait dans le film des années 90. Ce qui n'est pas inintéressant, mais il manque vraiment d'un rebondissement majeur, par exemple qu'on ait une véritable surprise sur la réelle personnalité de Quaid. Mais bon, on réécrit pas un film. En soi, le remake n'est pas si atroce, mais il se veut être une relecture du film de Verhoeven sans avoir la même richesse de mise en scène, à la fois burlesque et violente. Ce Total Recall a quelque chose de très froid et formaté, comme ça a été le cas d'autres remakes de grands classiques comme Conan ou Robocop. Et c'est dommage parce que ça a l'air d'avoir été une production plutôt cool, avec un véritable investissement de la part des comédiens. Il y a certaines idées qu'on aime particulièrement, comme le passage dans la ville post-apo, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais chez Exhibition Film, on adore le post-apo. Le fait que Cohagen soit plus impliqué dans un combat physique contre le protagoniste, et je trouve la scène du piano particulièrement cool. C'est peut-être l'un des rares passages touchants du film où Doug découvre une compétence qui lui était inconnue, et c'est assez émouvant de le voir découvrir une partie de sa véritable personnalité de cette manière. Il y a un détail qui relie les trois œuvres que je trouve très intéressant, c'est la femme de Douglas Quaid. Il y a de nombreuses raisons de s'intéresser à la femme de Quaid. Non, pas comme ça, porte de sauvage. Que ce soit la nouvelle d'origine, le film de Verhoeven ou le remake, la femme de Doug est toujours présente et est toujours une antagoniste. Elle est même une sorte d'incarnation de la monotonie et du confort. Dans la nouvelle, Kristen, la femme de Doug, est présentée comme quelqu'un de passif, assez désagréable et antipathique. Lorsque Doug réalise qu'il est effectivement allé sur Mars, Kristen le quitte, tout comme la monotonie de son quotidien le quitte. Ainsi, Doug est libéré du fardeau de son quotidien représenté par sa femme. Dans le film de Verhoeven, Kristen est remplacée par Laurie, une épouse aimante, belle et attentionnée, tout le contraire de la précédente, mais directement opposée à la progression de Doug dans le récit. Elle va user de plusieurs méthodes pour le retenir dans sa monotonie quotidienne. D'abord avec le charme, ensuite avec la persuasion, et lorsqu'elle verra que Doug ne peut plus faire marche arrière, elle tentera de l'éliminer. La monotonie est donc carrément hostile au désir d'aventure de Doug, et peut être même mortelle. Le remake, lui, va encore plus loin en transformant Laurie en Terminator. On aime particulièrement cette idée que cette nouvelle Laurie tienne à la fois le rôle de la femme de Doug et de Richter. Ça fait déjà d'elle un personnage très proactif dans l'arrestation du héros, mais également une traque continue de la zone de confort qui cherche à détruire le rêve de notre protagoniste. Vous avez dû le remarquer, on ne parle absolument pas de Mars dans ce nouveau Total Recall. C'est peut-être anodin, mais c'est un des segments les plus mémorables. Quand on pensait Mars au cinéma, c'est Total Recall qui venait à l'esprit d'une très grande partie des cinéphiles. Mais les choses changent à partir des années 2010, et on pense que ce remake montre que Mars ne fascine plus autant, et c'est peut-être à ce moment-là que le rêve de Mars est mort. En 2011 sort également le roman Seul sur Mars qui sera adapté au cinéma en 2015 par Ridley Scott.
Une histoire où un astronaute se retrouve piégé sur Mars et doit trouver un moyen de revenir sur Terre. Le cadre est extrêmement réaliste et plausible, même si très romancé et parfois un peu exagéré. C'est une œuvre importante qui montre Mars sous un aspect plus vraisemblable. On est désormais très loin de la grande fantasy à la Total Recall. C'est suffisamment inhabituel pour le mentionner, mais Seul sur Mars est une des rares adaptations où j'ai entendu des lecteurs préférer le film au roman d'origine. Il fait partie des meilleures créations de la filmographie de Ridley Scott et marque une nouvelle perception de Mars. C'est personnellement le premier film auquel je pense lorsqu'il s'agit de la planète rouge. Mais on a également d'autres œuvres qui mentionnent la 4e planète de notre système. The Expanse, par exemple, décrit Mars comme une république militariste où les Martiens vivent dans des conditions compliquées et sont dépendants de technologies avancées pour survivre à leur environnement. Le traitement plus récent de cette planète est donc plus orienté vers les complications liées à une existence dans un tel environnement. En revanche, les récents projets qui ont promis de coloniser Mars se sont avérés très décevants. Le projet SpaceX était très convaincant avec la technologie de lanceurs réutilisables et a donné de l'espoir quant à la possible exploration de cette planète. Mais même s'il est indéniable que ce serait un grand accomplissement pour l'homme et une évolution considérable pour l'espèce, c'est malheureusement impossible et inutile pour les humains de mener une vie sur cette planète. De plus, Elon Musk est suivi par de nombreuses controverses sur la façon dont il gère ses sociétés. Ceci dit, Elon Musk est un entrepreneur, et il y a fort à parier que s'il parvient à coloniser Mars, on se retrouve avec la dystopie capitaliste imaginée par Verhoeven. Les habitants deviendraient des mutants exploités par la compagnie et seraient obligés de payer leur oxygène pour rester en vie. Un peu comme ça s'est passé sur Terre finalement. Chut, raconte pas ça. Tu sais très bien que c'est pas arrivé au moment de la publication de cette transmission. Bah, oubliez ce que je viens de dire. Il n'y aura jamais de mutants sur Terre, vous n'aurez jamais à payer pour votre oxygène, et vous ne revivrez plus jamais d'épidémie majeure. Et continue en plus. Mais le plus grand fiasco lié à la colonisation de Mars reste le projet Mars One. Après cette promesse irréaliste de créer des premières habitations sur la planète rouge, sans même avoir de projet de lancement, le projet Mars One tombe en faillite et est enterré avec les derniers espoirs de cette utopie d'une société sur Mars. On a parlé des bons trucs avec Seul sur Mars et The Expanse, mais les autres films qui traitent de cette planète font franchement pas rêver. C'est impossible de ne pas mentionner John Carter qui a été un énorme bid au box-office, mais pas autant que son prédécesseur sorti en 2009, Princess of Mars, qui est un bon nanar comme on les aime avec toute la panoplie des costumes discount, le jeu d'acteurs affreux et les effets spéciaux foireux. Et les autres films comme Origine inconnue avec Kate Sackhoff, Un monde entre nous avec Gary Oldman et Ad Astra avec Brad Pitt, eux aussi seront pauvrement reçus. On prend de la distance avec la planète, sa présence est de plus en plus secondaire dans les récits, et maintenant, rares sont les sujets qui osent la traiter dans des aventures pulpeuses et surréalistes. Le voyage vers Mars ne fait plus autant rêver qu'avant. Et pourtant, même avec les connaissances acceptées de ce monde, on continue de créer des œuvres et de fantasmer sur la colonisation de Mars. On a des jeux de survie, de la bande dessinée, des romans, mais plus récemment et surtout un bon film d'animation bien de chez nous, Mars Express. Il met en scène une société cyberpunk comme on les aime bien établie sur Mars, dont la capitale, Noctis, nous raconte l'histoire de deux enquêteurs, Aline et Carlos. On y retrouve les thématiques de la robotique, du transhumanisme et des mégacorps. On revient donc à un traitement plus secondaire de la colonisation, mais on vise des dates beaucoup plus éloignées pour les événements. Au final, peu importe si on arrive à coloniser Mars ou pas, parce que la réalité sera toujours plus décevante que la fiction, et la science nous rappellera toujours à l'ordre en nous rappelant que ce projet n'a pas de grand intérêt. Mais ce que notre imaginaire peut produire, c'est probablement le meilleur souvenir qu'on peut avoir de la planète Mars. Celui implanté par la science-fiction. Donc dites-nous, c'est quoi votre meilleur souvenir de Mars? Est-ce que ce sont les affrontements contre le MCR dans The Expanse? Est-ce que ce sont les heures de jeu passées sur Space Engineers? Est-ce que ce sont les scènes de tension de Seul sur Mars? Est-ce que c'est les atmosphères infernales de Metal Hurlant? Ou est-ce que c'est la quête d'aventure de Douglas Quaid dans Total Recall? Tout ça, vous pouvez nous le dire en commentaire. Ou alors, vous pouvez venir sur le stream de ce soir à 21h. On parlera de Total Recall et des œuvres qui traitent de Mars qui vous ont marqué. Merci aux tipeurs qui permettent à cette chaîne de survivre, et merci à tous pour vos likes et vos commentaires, vous êtes incroyables. On se retrouve tout de suite sur Twitch pour une nouvelle transmission, chers survivants. Salutations. Salut. Fin de transmission.